Quand on dit je dois ma carrière à ma maîtresse. Donc ça, je l'ai vu dans aucune interview, aucune émission. Après la mort de Roland Courbis, ce que Zinedine Zidane a enfin osé dire. Il a fallu qu'il meure pour que Zidane parle. Pendant des décennies, il a gardé le silence, refusant de réagir aux pics, aux critiques voilées, aux souvenirs brouillés que Roland Courbis laissait flotter sur les plateaux télé. Mais cette fois, quelque chose a changé. Ce n'est pas une simple déclaration d'hommage. Ce que Zidane a osé dire bouleverse les lignes. Pourquoi a-t-il attendu aussi longtemps? Était-ce de la dignité, de la rancune ou une vérité qui dérangeait trop de monde pour être révélée de son vivant? Que cache ce message énigmatique posté quelques heures après l'annonce du décès? Et surtout, qu'est-ce que Courbis lui avait fait pour mériter un silence aussi long, puis une sortie aussi calculée? Le 12 janvier 2026, la nouvelle tombe comme une déflagration dans le monde du football français. Roland Courbis est mort, à 70 ans, des suites d'un arrêt cardiaque. Ancien joueur, entraîneur charismatique, consultant aux formules tranchantes, il laissait derrière lui une carrière riche en succès et en controverses. Mais avant d'être la voix inimitable de RMC, Courbis était un pur produit des quartiers populaires de Marseille, là où il avait appris très tôt que le respect se gagne à coups de poing ou de franc-parler. Né le 12 août 1953 à Marseille, Roland Alexandre Courbis a grandi dans un environnement où le football n'était pas un jeu, mais une échappatoire. Repéré très jeune, il intègre les rangs de l'Olympique de Marseille dans les années 1970. Défenseur rugueux, parfois provocateur, il enchaîne ensuite les clubs français, Ajaccio, Sochaux, Monaco, mais aussi un passage en Suisse, à Sion. Si sa carrière de joueur reste honorable, c'est surtout sur le banc de touche qu'il deviendra une figure incontournable du football hexagonal. Dès le début de sa reconversion comme entraîneur dans les années 1980, Courbis impose un style bien à lui, directif, impitoyable, spectaculaire. Il aime les hommes de caractère, déteste les fragiles et ne supporte pas qu'on lui tienne tête. À Toulon, puis à Bordeaux, il forge sa réputation d'entraîneur dur mais visionnaire. À Montpellier, il est adulé comme un sauveur. À Marseille, il devient une légende, pour le meilleur et pour le pire. Mais derrière la façade du stratège de terrain, il y avait un homme obsédé par le contrôle, du vestiaire, de la presse, des récits qu'on écrivait sur lui. Courbis avait une mémoire d'éléphant et une rancune tenace. Il n'oubliait jamais ceux qui, selon lui, ne lui avaient pas accordé le crédit qu'il méritait. Et parmi ces silences qu'il trouvait suspectement bruyants, il y avait celui de Zinedine Zidane. Un silence qui durait depuis 30 ans. Zidane, l'enfant de la Castellane comme lui. Zidane, le gamin de Cannes qu'il aurait pu ou dû façonner à sa manière. Zidane, devenu légende planétaire, mais qui n'a jamais publiquement cité Courbis parmi ses influences. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était réellement passé entre ces deux Marseillais au destin si opposé? Pourquoi l'un était devenu icône du silence quand l'autre faisait de la parole une arme? Dans les années 1990, alors que la carrière de Roland Courbis décolle sur le banc des grands clubs, un autre nom commence à faire parler de lui, Zinedine Zidane. Le jeune milieu de terrain passé par l'AS Cannes impressionne déjà par sa vision du jeu. Mais à cette époque, peu de gens le perçoivent encore comme un futur ballon d'or. Courbis, lui, est aux premières loges. Selon plusieurs témoignages rapportés dans la presse sportive, l'entraîneur aurait eu l'opportunité de travailler avec Zidane, ou du moins de s'investir davantage dans sa progression. Mais il ne le fit pas. Pourquoi? Certains anciens collaborateurs affirment que Courbis trouvait Zidane trop introverti, pas assez meneur d'hommes. D'autres vont plus loin, évoquant des tensions larvées entre leurs entourages respectifs à Marseille. L'hypothèse la plus répandue reste celle d'une incompréhension mutuelle. Là où Zidane incarnait l'élégance, la réserve, l'introspection, Courbis projetait la parole, la passion, l'affrontement. Deux Marseillais, deux trajectoires, deux visions de la grandeur. Avec le temps, ces différences ont creusé un fossé. Courbis, propulsé sur le devant de la scène grâce à son franc-parler, devient une star des médias. Son passage à l'Olympique de Marseille de 1999 à 2001 restera l'un des plus marquants. Finale de Coupe UEFA, discours enflammés, mais aussi soupçons de malversation financière qui le poursuivront durant des années.
Entre-temps, Zidane éclate à la Juventus, puis devient héros national en 1998 avec le sacre des Bleus au Stade de France. Le contraste est total. Tandis que Zidane grimpe dans le silence, Courbis s'agite dans la tempête. Sur les plateaux de télévision, Courbis n'a jamais directement attaqué Zidane, mais il distillait des remarques sibyllines, des phrases comme « Certains n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche pour être sacrés saints » ou encore « Le talent c'est bien, mais sans tripe tu gagnes pas un vestiaire ». Des propos anodines pour certains, mais qui pour ceux qui connaissaient l'histoire, visaient clairement l'enfant prodige de Marseille. Et Zidane, il ne répondit jamais, pas un mot, pas une allusion. Pendant 25 ans, il a laissé le silence répondre à la place de la polémique. Jusqu'à ce jour de janvier 2026 où tout a changé. Dans une publication sobre, presque froide, Zidane brise enfin cette omerta, un message qui sonne comme une délivrance ou une vérité posthume. Mais était-ce un hommage sincère ou une vérité longtemps contenue que seule la mort a autorisé à sortir ? Derrière ces quelques lignes se cache peut-être l'une des rivalités les plus silencieuses et les plus intimes du football français. Au tournant des années 2000, Roland Courbis est au sommet de sa notoriété. Non seulement pour ses performances sportives, mais aussi pour ce qu'il incarne. Un football à l'ancienne, fait de sueur, de poigne, de voix portées dans les vestiaires. Après avoir marqué les esprits à Bordeaux, puis surtout à l'Olympique de Marseille, il devient une figure incontournable dans le paysage footballistique français. Sa plus grande consécration ? La saison 1998-1999 avec l'OM. Sous sa houlette, le club atteint la finale de la Coupe UEFA, une épopée qui redonne espoir à une ville en quête de grandeur depuis le sacre européen de 1993. Courbis galvanise ses joueurs, crée une ambiance électrique, dramatique même. À chaque conférence de presse, ses formules font mouche. Il ne parle pas, il harangue. Il ne commente pas, il tranche. Il ne construit pas un récit, il en impose un. Dans cette période, les médias ne jurent que par lui. Il est de toutes les unes. RMC, Canal+, TF1, tous veulent son avis, même sur des sujets qui ne le concernent pas directement. Il devient plus qu'un entraîneur, une voix, un totem, un personnage public. Certains le comparent à Bernard Tapie pour son magnétisme verbal, d'autres le redoutent pour ses colères légendaires. Les supporters l'adorent, les dirigeants le redoutent. Il est imprévisible mais efficace. Cette popularité massive lui donne aussi une forme de légitimité autoproclamée. Il commente les choix de sélectionneurs nationaux, s'interroge sur la gestion des clubs rivaux et glisse ici et là des allusions à des joueurs devenus intouchables. Parmi eux, Zidane. Lors d'un passage à la télévision en 2003, un journaliste l'interroge sur le leadership silencieux de Zidane. Courbis répond, l'œil rieur, « C'est sûr que quand on est entouré de Deschamps, Blanc ou Thuram, on peut se permettre d'être discret. » Une phrase anodine pour le grand public, mais qui, dans le microcosme du foot, est perçue comme une critique déguisée. Derrière l'humour, une pointe de fiel. À cette époque, Zidane est déjà champion du monde, champion d'Europe, ballon d'or, idole planétaire. Et pourtant, Courbis n'hésite pas à remettre en cause subtilement l'aura qu'il dégage. Pas frontalement, mais par ses micro-remarques qui trahissent une forme de mépris, ou au mieux de scepticisme. Mais pourquoi ce ton ? Pourquoi cette distance glaciale dans ses propos ? Était-ce une simple divergence de caractère, ou y avait-il une histoire plus ancienne, plus personnelle que personne n'osait évoquer ? Tandis que la France encensait Zidane, Courbis semblait vouloir rappeler qu'avant de devenir une légende, ce gamin-là n'avait pas toujours convaincu tout le monde, et surtout, pas lui. Le 13 janvier 2026, 24 heures après l'annonce officielle du décès de Roland Courbis, une publication inattendue apparaît sur le compte X, ex-Twitter, de Zinedine Zidane. Sobre, sans photo, sans émoticône. Un texte court, mais lourd de sens. Certains silences durent une vie. Et puis, il y a ces moments où le silence devient une réponse. J'ai longtemps tu ce que je ressentais, mais aujourd'hui, je peux dire que tout n'a pas été dit ni montré. Repose en paix. Ce message fait l'effet d'un séisme. Les réactions pleuvent. Certains y voient une élégance discrète, un adieu respectueux. D'autres, en revanche, perçoivent d'une attaque froide, presque clinique. Un « je sais, mais je ne dirai rien » qui vaut plus qu'une révélation explicite. Les journalistes s'emparent de la phrase «
Tout n'a pas été dit ni montré. Qu'est-ce que Zidane sous-entend? De quoi parle-t-il? D'une injustice passée? D'un épisode jamais raconté entre lui et Courbis? L'émission Téléfoot consacre une édition spéciale à décrypter le poste. Des extraits d'archives refont surface, notamment une séquence oubliée de 1994, un reportage sur l'AS Cannes où Courbis, en off, lance une phrase énigmatique à propos d'un jeune Zidane. C'est un joueur talentueux, mais il devra apprendre à se faire respecter, ou il finira par se taire. Dans les jours qui suivent, d'anciens joueurs et collaborateurs de Courbis brisent à leur tour le silence. L'un d'eux, sous couvert d'anonymat, déclare dans Le Monde « Roland n'a jamais supporté que Zidane l'ignore. Il disait toujours « Ce mec-là a grandi dans le même quartier que moi et pas une fois il ne m'a cité. » Un autre, plus frontal, confie « Courbis se sentait trahi. Il avait l'impression d'avoir été effacé de la success story de Zidane. Alors il compensait avec des petites phrases, des sous-entendus. » Mais le plus troublant reste un extrait audio diffusé dans une émission de RMC quelques mois avant la mort de Courbis. On y entend l'ancien entraîneur parler, presque à demi-mot. Le problème avec les types comme Zidane, c'est qu'ils t'oublient quand tu ne sers plus leur légende. Et puis un jour, ils se souviennent de toi quand t'es plus là. À ce moment-là, tout s'imbrique. Le message de Zidane n'est peut-être pas un hommage, mais une réponse différée, glaciale, écrite au passé. Une manière de dire « je n'ai pas oublié, mais je ne t'ai pas pardonné non plus ». Le public se divise. Les uns défendent Zidane, le jugeant digne dans sa retenue, les autres lui reprochent de régler ses comptes post-mortem. Et un doute naît. Y a-t-il eu un épisode précis, un moment clé que personne n'a jamais raconté? Une humiliation, un désaccord, une rupture silencieuse qui expliquerait ce froid légendaire? Ce que peu savent, c'est qu'en 1992, un rendez-vous avait été organisé dans les coulisses d'un tournoi amical, à Marseille. À l'époque, Zidane n'était encore qu'un jeune joueur prometteur, fraîchement repéré par des émissaires de Bordeaux. Roland Courbis, alors consultant et recruteur informel pour certains clubs du Sud, aurait été approché pour donner son avis sur plusieurs jeunes talents issus de la région. Selon un ancien membre de la cellule de recrutement de l'OM, Courbis aurait catégoriquement écarté Zidane. Sa phrase, rapportée plus tard dans un livre non officiel, aurait été « C'est un joueur talentueux, mais il devra apprendre à se faire respecter, ou il finira par se taire. » Cette phrase, jamais confirmée mais souvent répétée dans les couloirs du foot français, aurait marqué Zidane. Et si ce souvenir n'a jamais été évoqué publiquement, plusieurs sources proches de l'ancien Ballon d'Or affirment qu'il n'a jamais digéré cette mise à l'écart. Non pas pour l'avoir empêché de réussir, sa carrière parle d'elle-même, mais pour ce qu'elle symbolisait, le refus d'être compris, reconnu, dans un monde qui n'aimait pas les silences. Un autre élément, encore plus troublant, remonte à la Coupe du Monde 1998. Alors que Zidane devient l'icône de tout un peuple, Courbis, interrogé dans l'Humanité, lâche une phrase glaciale. « Il a été bon, c'est vrai, mais on a battu le Brésil sans Ronaldo, faut pas l'oublier. » Certains journalistes y voient une simple analyse tactique, mais d'autres, plus sensibles aux dynamiques cachées, y lisent une nouvelle tentative de minoriser l'impact de Zidane. Pendant 2 décennies, Courbis joue ce double jeu étrange, présent partout, mais jamais aux côtés de Zidane. Il n'est invité à aucune cérémonie commune, jamais vu dans les coulisses des matchs qu'entraîne Zidane, et lorsqu'on lui parle de l'ex-meneur de jeu devenu coach, il répond par des généralités ou des faux compliments. Il évite, il dérive. Mais la vérité, c'est que leur distance n'a jamais été banale. Elle était le fruit d'un contentieux muet, d'un malentendu d'origine, et peut-être aussi d'une blessure d'orgueil que le temps n'a pas su soigner. Pour Zidane, Courbis incarnait ce football rugueux qui l'avait méprisé. Pour Courbis, Zidane était le symbole vivant de sa propre invisibilisation dans l'histoire officielle du foot français. Alors quand Zidane écrit « Tout n'a pas été dit ni montré », ce n'est pas seulement un hommage ambigu, c'est une restitution, une manière de poser les mots sur une fracture ancienne, de rappeler qu'entre les deux, il y eut un lien, puis un silence, et enfin une vérité qu'il ne fallait pas dire trop tôt. Les dernières années de la vie de Roland Courbis sont marquées par un lent effacement. Lui qui avait dominé les plateaux radio, illuminé les micros de son verbe tranchant,
devient progressivement une voix de plus en plus absente. Les scandales judiciaires, notamment les affaires de fraude fiscale et de gestion douteuse dans plusieurs clubs, le rattrapent. Même s'il n'est jamais condamné lourdement, la suspicion colle à sa peau. Les invitations médiatiques se font plus rares, les clubs ferment leurs portes et la nouvelle génération de consultants, plus lisses, plus formatés, prend le relais. Dans son cercle privé, Courbis garde le masque. Il continue d'assurer qu'il ne regrette rien, que sa carrière parle pour lui. Mais derrière les sourires de façade, le poids du silence se fait sentir. Son entourage évoque un homme de plus en plus amer, hanté par le sentiment d'avoir été oublié. Il regardait avec agacement les hommages rendus à d'autres figures du football français, alors que son propre nom semblait glisser lentement dans l'ombre. À ses proches, il répétait « Moi, je n'ai pas eu besoin de Zidane pour exister, mais lui, il aurait pu au moins dire merci ». Cette rancœur s'intensifie avec le temps, d'autant que Zidane, fidèle à lui-même, garde le cap. Pas une interview ne le détourne de son calme, de sa retenue. Même quand on le pousse à parler des entraîneurs français, il évite les noms, les querelles, les anciens. Et jamais, pas une seule fois, il ne cite Courbis. Ce silence devient alors pour certains le vrai drame de Courbis, ne pas avoir été reconnu par celui qu'il considérait au fond comme son égal en origine, son opposé en destin. En 2025, Courbis connaît un déclin brutal de santé. Une maladie cardiaque chronique l'oblige à limiter ses apparitions publiques. Lors d'une de ses dernières interventions radio, il laisse échapper une phrase étrange. « Quand je ne serai plus là, peut-être que certains comprendront ce que j'ai apporté. » Un aveu d'épuisement? Une provocation posthume? Personne ne sait, mais ceux qui l'écoutent y perçoivent le chant du cygne d'un homme qui pressent sa sortie de scène. Et puis vient janvier 2026. Sa mort est annoncée dans un communiqué bref, sobre. Les hommages sont immédiats, mais souvent convenus. Quelques anciens joueurs saluent sa passion, des journalistes rappellent ses bons mots, mais quelque chose manque, comme un vide. Comme si, même dans la mort, Courbis restait un personnage inconfortable à célébrer. Jusqu'à ce que Zidane parle. Et là, le cours du récit change. Car en rompant le silence, Zidane ne crée pas seulement un événement, il déclenche un malaise. Son message, aussi mystérieux que tranchant, dévise. Certains applaudissent le courage d'un homme qui ose dire « tout n'a pas été dit ». D'autres l'accusent de cruauté froide, de régler ses comptes avec un mort. Les éditorialistes se déchirent, le public s'interroge. Des hashtags s'opposent sur les réseaux sociaux, hashtag respect Courbis, hashtag silence de Zidane, hashtag pourquoi maintenant. Dans l'intimité de sa famille, ces mots de Zidane résonnent comme une claque. Un proche de Courbis confie anonymement « Il a attendu que Roland ne puisse plus répondre, c'est facile après ». D'autres contraires y voient un acte de vérité. Zidane a simplement dit ce que tout le monde pensait tout bas. Mais au fond, cette dernière passe d'armes, aussi feutrée soit-elle, révèle la vraie nature de leur relation. Un dialogue impossible, miné par le non-dit, l'orgueil, la frustration. Deux figures marseillaises, deux visions du monde, deux langages inconciliables. Et une question laissée en suspens. Si Courbis avait tendu la main, Zidane l'aurait-il saisi? Ou bien était-il déjà trop tard dès le début pour que ces deux hommes parlent la même langue? Il y a des histoires qui ne trouvent jamais de fin apaisée. Celle entre Roland Courbis et Zinedine Zidane en fait partie. Deux hommes nés dans les mêmes rues brûlantes de Marseille, deux trajectoires tracées dans la poussière des stades et les lumières des caméras, mais jamais parallèles. L'un a choisi le bruit, l'autre le silence. L'un a cultivé la parole comme une arme, l'autre l'a retenue comme une protection. Et au bout de cette opposition, il ne reste qu'un constat douloureux. Ni reconnaissance, ni réconciliation. Le message de Zidane restera dans l'histoire comme un coup de scalpel, une phrase sèche, nette, posée comme un acte. Était-ce une libération pour lui, une vengeance élégante, ou un ultime hommage déguisé à un homme qu'il n'a jamais su aimer, mais qu'il n'a jamais pu totalement oublier? Les avis divergent. Et c'est peut-être là que réside la complexité de cette relation, dans l'impossibilité de la réduire à une querelle ou à une admiration muette. Car au fond, Zidane n'a pas dit grand-chose, mais il a dit assez. Assez pour ouvrir une faille, assez pour rappeler qu'entre les lignes des carrières, il y a des blessures invisibles, des histoires inachevées, des silences qui crient plus fort que des cris.
Alors la question demeure. Que vaut une parole qui arrive après la mort? Est-elle une baume ou une lame? Est-ce que parler trop tard, c'est parler pour soi ou pour les autres?